le métamorphisme. Une grande quantité des roches composant la croûte continentale ou la croûte océanique sont des roches métamorphiques. Nous en verrons un certain nombre d'exemples cette année, comme le métagabbro aglocophane et le gneiss. Ces roches métamorphiques ont des structures et des compositions minéralogiques très particulières qui témoignent de leurs conditions de formation et qui témoignent donc de l'histoire des chaînes de montagnes par exemple. Donc nous allons nous intéresser plus particulièrement au métamorphisme, qui se définit comme un ensemble de transformations à la fois minéralogiques et structurales sur une roche qui existe déjà et sous l'effet de variations de température et de pression. Et chose essentielle, toutes ces transformations ont lieu à l'état solide. Nous allons tout d'abord envisager les modifications structurales des roches lors du métamorphisme. Si nous regardons ce gneiss, nous pouvons aisément observer une alternance de bancs de minéraux blancs et de minéraux plus foncés. Si maintenant nous allons observer cette même roche au microscope, nous allons pouvoir observer des minéraux avec des formes très particulières, des minéraux très allongés et aplatis, qui manifestent ce qu'on appelle une orientation. Donc, les roches métamorphiques sont des roches orientées. Cette orientation est liée aux contraintes qui sont exercées sur cette roche. Donc, les roches métamorphiques sont caractérisées par ce qu'on appelle une schistosité ou une foliation qui témoigne des contraintes qu'elles ont subies. Voyons maintenant les modifications minéralogiques subies par les roches lors du métamorphisme. Nous savons que lorsqu'une roche se retrouve enfouie par différents phénomènes tectoniques, elle va subir de manière conjointe une augmentation de la pression et une augmentation de la température. Ce que nous montre ce graphique, c'est que les minéraux ne sont pas stables dans toutes les conditions de pression et de température, et ne peuvent donc pas se former dans n'importe quelle condition. Si nous prenons le cas de la biotite, nous voyons sur ce graphique cette délimitation ici qui montre les limites du domaine de stabilité de la biotite. C'est-à-dire que la biotite ne pourra se former qu'au-delà d'une température allant de 350 à 400 degrés. En dessous de cette température, naturellement, la biotite ne peut pas se former. Ça veut donc dire que si dans une roche, la biotite ne peut pas se former, ça veut donc dire que si dans une roche métamorphique, je retrouve de la biotite, cette roche a été portée à une température d'au moins 350 à 400 degrés. Ce diagramme pression-température nous permet donc de voir les domaines de stabilité des minéraux. Prenons par exemple le cas de l'andalousite. Cette andalousite peut se former dans des conditions de pression-température particulières, donc pour une température comprise entre 450 et 700 degrés et une pression inférieure à 0,5 gigapascal. Si une roche contenant de l'andalousite est située initialement à une température de 500 degrés, subit un enfouissement, la pression va augmenter et donc l'andalousite va se transformer en dystène. De ce genre de diagramme, on va donc pouvoir tirer des conclusions quant aux conditions de formation des roches métamorphiques. Passons maintenant au cas particulier du métamorphisme des roches de la croûte océanique dans les zones de subduction. Nous savons depuis la première que la croûte océanique est composée de deux roches, le gabbro et le basalte. Nous allons nous intéresser ici principalement au gabbro. Donc le gabbro est une roche constituée de pyroxène et de plagioclase. Elle se forme, nous savons, au niveau des dorsales. Donc, de la même manière qu'on l'a vu précédemment, il y a ici un domaine de stabilité du plagioclase et du pyroxène, donc entre 700 et 1000 degrés.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le gabbro, lorsqu'il s'est formé, s'éloigne de la dorsale, mais aussi qu'il subit un refroidissement qui est lié à l'infiltration par des fractures d'eau de mer. Donc cette eau de mer à 2-3 degrés va rentrer dans la roche, se réchauffer et participer par conséquent au refroidissement du gabbro. L'eau chaude ressort sous forme de fumeur noire. Par conséquent, cette circulation qu'on dit hydrothermale va faire baisser la température du gabbro et apporter en même temps de l'eau. Et bien dans ces conditions, le plagioclase du gabbro et le pyroxène, en présence d'eau, vont se transformer en un nouveau minéral, l'amphibole, et plus précisément ici la hornblende, qui est un minéral hydraté. On forme donc une nouvelle roche, un métagabbro à hornblende. Alors cette transformation fait réagir, si vous regardez l'équation, le plagioclase avec le pyroxène en présence d'eau. Mais au niveau de la roche, on va garder la trace de cette réaction, puisque on voit ici un pyroxène, on voit le plagioclase, et en fait, la hornblende se forme au contact entre les deux. Et on forme donc ici quelque chose de caractéristique qui est une auréole de métamorphisme. Le métagabbro à hornblende va continuer à se refroidir, à s'hydrater, et va se transformer en métagabbro à actinote et chlorite, ce qu'on appelle un schiste vert, par réaction entre le plagioclase et la hornblende, ce qui va donner de la chlorite et de l'actinote. Donc, à ce moment-là, nous sommes encore en surface. Mais les roches de la croûte océanique vont ensuite subir la subduction. Donc, mon schiste vert, formé encore proche de la surface, est à une faible profondeur, donc faible pression, et à une température relativement faible puisqu'il vient d'être refroidi. Et entraîné dans la subduction, il va donc subir un enfouissement, donc une augmentation très importante de la pression, tandis que la température va, quant à elle, rester relativement modérée. Donc ces roches vont subir ce qu'on appelle un métamorphisme de haute pression, basse température. Et dans ces conditions, le plagioclase va réagir avec l'actinote et la chlorite pour former un nouveau minéral, de la glaucophane, et cette fois-ci libérer de l'eau. On forme ainsi un métagabbro à glaucophane, qu'on nommera aussi schiste bleu. Ce schiste bleu, on va pouvoir l'observer facilement, on y verra du plagioclase, on y verra des restes de pyroxène qui n'ont pas été transformés, et autour de ces pyroxènes, on va observer de la glaucophane en auréole. Et lorsque l'enfouissement se poursuit, la pression augmente encore, et dans ces cas-là, le plagioclase réagit avec le glaucophane, ce qui va donner du grenat, de la jadéite, et libérer de l'eau. Ça va nous donner une roche qui s'appelle l'éclogite, qui est une roche anhydre, c'est-à-dire qui ne contient plus du tout d'eau.